Bonsoir et merci de suivre Canal 3 Bénin. Les résultats des législatives et communales se font désirer. L'attente devient longue. Pas de nouvelles dans la soirée d'hier comme annoncé par la Sénat. Cette journée de jeudi réglementairement prévue pour fixer électeurs et candidats se referme sans le moindre chiffre et sans la moindre annonce non plus pour cette nuit. Pionnier du laboratoire d'hydrobiologie et d'aquaculture, professeur Philippe Lalayet est célébré par la communauté universitaire d'Abomey-Calavi. Hommage à l'ancien doyen de la faculté des sciences agronomiques à travers un colloque scientifique sur l'éducation et la formation de la jeunesse. À suivre la cérémonie de ce matin à l'ouverture des travaux de 48 heures. Le PTA est d'une année entière et le travail va s'organiser pour atteindre les objectifs du 1er janvier au 31 décembre 2026. La cérémonie d'échange de vœux au ministère de l'Énergie a été un moment de renouvellement du pacte de confiance. C'était hier à la cité ministérielle de Cotonou. Les Béninois attendent toujours les résultats des élections couplées de dimanche dernier. Contrairement aux premières annonces des organes en charge de l'organisation de ces législatives et communales, les résultats ne sont pas encore disponibles 4 jours après le scrutin comme prévu par les dispositions de la loi électorale. La Sénat a promis hier en vain la publication des grandes tendances sorties des urnes. Aucun chiffre n'a été rendu public jusqu'à présent. À la Cour constitutionnelle, on dit attendre les premières tendances de la commission électorale pour la publication des résultats. Les chiffres seront probablement donnés demain en après-midi, apprend-on des sources proches de la haute juridiction. Le nouvel ambassadeur de la République de l'Inde au Bénin a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. La cérémonie a eu lieu au cabinet d'Olusegun Ajadi Bakari à Cotonou hier. Voici la biographie du nouveau diplomate en poste. Une audience a suivi la remise des copies figurées des lettres de créance par Abhishek Singh, ambassadeur agréé de la République de l'Inde près le Bénin. Cette audience élargie aux membres des deux délégations a porté sur l'état des relations entre Cotonou et New Delhi. Ils ont par ailleurs exploré les secteurs prioritaires visant à consolider la coopération entre le Bénin et l'Inde. De nationalité indienne, M. Abhishek Singh, titulaire d'une licence professionnelle en arts et sciences politiques et d'un diplôme de 3e cycle en gestion de ressources humaines, est né le 3 janvier 1977. Ayant fait son entrée au ministère indien des Affaires étrangères en septembre 2003, il y a occupé de nombreux postes à la centrale comme dans les services extérieurs. À la centrale, le désormais représentant diplomatique de l'Inde au Bénin a été entre autres sous-secrétaire chargé du Pakistan entre 2010 et 2011, secrétaire adjoint au cabinet du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et directeur de l'Afrique de l'Est et du Sud entre 2017 et 2018. Dans les services extérieurs, il a assumé plusieurs fonctions, à savoir 3e et 2e secrétaire à Beijing en Chine, premier secrétaire et conseiller à la mission permanente à New York, chef de mission adjoint à Berlin en Allemagne de 2016 à 2017, puis à Kaboul en Afghanistan de 2018 à 2020. Avant d'être choisi pour représenter son pays au Bénin, il a été ambassadeur à Caracas de 2020 à 2023. Abhishek Singh occupait depuis 2023 le poste de co-secrétaire du ministère indien des Affaires étrangères et sous-Sherpa pour le G20 jusqu'à sa désignation en octobre 2025 en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Inde près la République fédérale du Nigeria avec juridiction sur le Bénin. Il est marié et père de 2 enfants.
Le maire du Nord Miami, en Floride, aux États-Unis, à la tête d'une délégation, était au Conseil économique et social hier à Cotonou. Docteur Alice Dessoulmes est venue au Bénin sur invitation du roi de Savalou. Il a été reçu en audience par le président du CES, Conrad Baguidi, et son hôte se sont entretenus sur des questions de coopération, notamment sur la possibilité de jumelage des villes de Miami avec celle du Bénin. À la fin de leur échange, l'élu américain s'est confié à la presse béninoise. Je suis venu ici au Bénin et plus particulièrement à Savalou sur invitation du roi de Savalou qui a été à Miami et qui a décidé de m'inviter. Je peux dire que, compte tenu des résultats de mon ADN, je suis béninois. Et donc pour moi, c'est une grande émotion de revenir au pays de mes ancêtres. Mon but est d'amener les peuples ensemble. Et je suis dans le comité de jumelage aux États-Unis. Donc je vais travailler, bien sûr, Savalou a la primauté aujourd'hui, mais je vais travailler à ce qu'il y ait plusieurs jumelages entre des villes des États-Unis et des villes du Bénin. Bien sûr, comme je dis, Savalou a la primauté parce que le roi a insisté là-dessus jusqu'à ce que j'arrive aussi ici. In the wonderful city of North Miami. It's truly been an honor to be here, and it's been a great experience. Je dois dire que je suis très heureux d'avoir rencontré le président du Conseil économique et social. Et j'ai compris dans son développement que le Conseil économique et social a aussi pour le rôle d'amener, de faire des dialogues entre les institutions et la population. Et c'est dans ce cadre que j'insiste que moi, je suis membre du comité de jumelage. Et en tant que tel, le président peut contribuer à cette action de jumelage entre les différentes villes des États-Unis et les différentes villes du Bénin pour le développement économique, social, culturel, etc. des populations des deux côtés. Justement, au Conseil économique et social, la première session extraordinaire au titre de 2026 s'ouvre. Après les fêtes de fin d'année, les conseillers ont repris avec les plénières pour des réflexions structurées en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Les travaux de cette toute première session de l'année ont été lancés au siège de l'institution à Cotonou pour 15 jours. Les précisions de Candide Rouinto et Elvis Tonouquin. Les conseils membres du Conseil économique et social renouent avec les grandes assises au service de la nation. Ce mardi 13 janvier, ce sont des conseillers plus déterminés qui reviennent aux affaires pour de nouvelles résolutions en 2026. L'atmosphère de ce matin est bien aux couleurs des retrouvailles entre collègues. L'impression d'avoir manqué la chaleur des plénières n'est pas du reste. Les accolades qui laissent place aux premières causeries de l'année. Puis, à l'heure de renouer avec les habitudes, le premier coup de maille de la nouvelle année ouvre les travaux de la première session extraordinaire au titre de l'année 2026. Je perçois en chacun de vous cette flamme, la même, qui nous anime depuis février 2025. L'ambition de faire du Conseil économique et social le laboratoire d'excellence où se dessinent les solutions aux défis de notre temps. Au regard du défi qui nous attend et de la confiance que les pouvoirs publics ont placée en nous, vous convenez avec moi que nous avons le devoir de redoubler d'ardeur. Je voudrais alors compter encore une fois sur vous pour parachever en beauté l'œuvre que nous avions si bien entamée depuis notre installation en février 2025. Cette première rencontre de l'année offre un cadre solennel d'échange de vœux entre l'ensemble du personnel civil et militaire du Conseil économique et social. C'est aussi une occasion pour les conseillers de passer en revue les différents acquis de l'année écoulée. Monsieur le Président,
les conseillers de la 7e mandature entendent œuvrer à la consolidation des acquis, à l'amélioration continue de la performance du Conseil économique et social afin que ses avis, recommandations et actions de terrain produisent un impact réel sur les politiques publiques et sur la vie de nos concitoyens. Les travaux de cette première session extraordinaire au titre de l'année vont s'étendre jusqu'au 27 janvier 2026. Durant les 15 jours de la session, plusieurs sujets vont retenir l'attention des conseillers. On cite entre autres la finalisation de l'étude des sujets d'autosaisine portant sur diverses préoccupations, le choix de nombreux sujets d'autosaisine avec à l'appui, la présentation des experts identifiés pour accompagner le CES dans les travaux. Eh bien, l'université d'Abomey-Calavi tient un colloque international en hommage à professeur Philippe Laleyet, qui a consacré une trentaine d'années de son existence à la science. L'événement est organisé pour célébrer la carrière de cet éminent enseignant-chercheur de la faculté des sciences agronomiques, spécialiste des sciences halieutiques et de leur application. Les travaux portent sur le thème former, transmettre et innover. Ils ont été lancés ce matin pour 2 jours. Ouliat Sanoussi et Elvis Tonoukoua. Voici l'homme à qui la communauté scientifique rend hommage ici à l'université d'Abomey-Calavi. Le professeur Adedjobi Philippe Laleyet. Éminent enseignant-chercheur, professeur titulaire des universités du CAMES, il est le créateur du laboratoire d'hydrobiologie et d'aquaculture de la faculté des sciences agronomiques. Ce colloque est à la fois un moment de mémoire, de reconnaissance et de réflexion scientifique. Il célèbre l'engagement, la rigueur et l'excellence académique du professeur Laleyet, ainsi que son apport remarquable à la formation de plusieurs générations de chercheurs et professionnels aujourd'hui au service du développement national et international. En tant que doyen de la faculté des sciences agronomiques, vous avez exercé votre mission avec vision, responsabilité et sens élevé de l'intérêt général. Sur le plan scientifique, vous vous êtes illustré comme un pionnier et une référence dans le domaine de l'hydrobiologie et de l'aquaculture au Bénin et dans la sous-région. L'organisation de ce colloque hommage est un devoir pour la communauté scientifique, car pendant 30 années, le doyen honoraire de la FSA a consacré sa vie à la science et à la société. Depuis octobre 2025, il fait valoir ses droits à une pension de retraite. Le colloque scientifique qui s'ouvre aujourd'hui ambitionne alors de mettre en lumière les acquis majeurs du laboratoire d'hydrobiologie et d'aquaculture, ainsi que la fécondité de ses collaborations nationales et internationales. Il se veut également un cadre privilégié de dialogue entre chercheurs, étudiants, professionnels et décideurs autour des défis contemporains liés aux écosystèmes aquatiques. Une trentaine de communications animées par d'éminents chercheurs sont prévues au cours de ce colloque, au-delà des communications inaugurales, dont la première porte sur l'état des lieux de l'aquaculture au Bénin. Le carrefour Sika Toyota de Vedoka, l'un des plus grands carrefours de Cotonou, est en chantier pour la construction. Derrière les promesses d'une circulation plus fluide, cette construction du passage supérieur impose pour l'heure de lourds sacrifices aux populations. Commerçants, riverains, transporteurs, écoliers, tous subissent l'impact d'un chantier aussi attendu que contraignant. Reportage de Brice Deogracias Menaille, présenté ici par Ulrich Gaba. Ce chantier ouvert en plein cœur de Cotonou annonce la construction du passage supérieur de Vedocor. Longtemps attendu, ces travaux viendront résoudre un problème majeur de fluidité de la circulation routière. C'est l'une des routes les plus empruntées au quotidien par des milliers d'usagers. Mais en attendant, les travaux bousculent les habitudes. C'est quelque chose qu'on attendait depuis. La circulation n'est pas facile, du tout pas facile pour les habitants, parce que c'est mon quartier qui est devenu un lieu de trafic.
Les fonds n'avaient pas l'habitude de recevoir ces trafics-là, mais on fait avec. Les travaux ont bien démarré, sauf que les déviations dans les ruelles soulèvent la poussière, ralentissent la circulation et entraînent du retard lorsque nous allons au boulot. On espère qu'à la fin de ces travaux, ces difficultés seront conjuguées au passé. Cette infrastructure qui sera érigée permettra à ce que le trafic soit beaucoup fluide et créer moins d'ennuis pour nous qui sommes vraiment riverains. L'intensité du trafic et les restrictions de circulation n'épargnent pas non plus les établissements scolaires qui subissent des désagréments. Dans la journée, il y a beaucoup de véhicules qui passent et qui créent des accidents un peu partout, quoi. Même réalité pour les conducteurs de taxis auto, obligés de revoir leurs itinéraires, parfois leurs tarifs, pour s'adapter à un environnement en constante mutation. Les chemins que nous empruntons sont souvent étroits. À cause des déviations, nous sommes obligés d'augmenter nos prix, ce qui est parfois contraignant pour nos clients. Les clients ne viennent plus comme ça à cause de la voie. Difficilement ils traversent pour venir acheter. Si certains commerces résistent malgré la baisse de fréquentation, d'autres n'ont pas tenu le choc. Sur le tronçon Étoile Rouge Carrefour Sika Toyota, plusieurs tenanciers de boutiques ont déjà mis la clé sous la porte. Un coup dur pour des familles entières, alors que le chantier, lui, est prévu pour durer environ 36 mois. Je dois dire que pour ce que nous avons entendu, les études socio-économiques ont voulu que le gouvernement impacte positivement ceux qui ont des commerces, c'est-à-dire essaye d'amoindrir les manques de revenus de ceux qui sont le long du chantier. Et donc, si cette allocation venait à être effective, je crois que cela soulagerait ces riverains qui n'arrivent plus à vraiment mener les activités économiques. Oui, la société, je ne suis pas trop content d'eux parce qu'on a cherché à les rencontrer et discuter, voir comment nous pourrions travailler ensemble. Mais jusqu'à présent, ça a été vain. Ça a été vain. En attendant l'achèvement de l'ouvrage, les populations vivent le revers de la médaille. Entre résilience et espoir, tous gardent les yeux rivés sur l'horizon, dans l'attente d'un verre de corps enfin désengorgé. L'année se veut laborieuse et productive au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Le personnel et le ministre en charge du portefeuille échangent les vœux de nouvel an dans ce sens. À la cérémonie d'hier tenue à la cité ministérielle de Cotonou, les membres de l'administration, les directeurs centraux, techniques, départementaux et directeurs généraux des sociétés et offices sous tutelle ont souhaité santé et bonheur à leur ministre. José Didier Tonato a en retour réitéré les mêmes vœux à son personnel avec un renouvellement de la confiance pour l'année 2026, suivant un bout des allocutions à l'occasion. Le comité des directeurs, par ma voix, formule le vœu que vos actions soient davantage des plus inspirantes et des plus remarquables dans l'intérêt de toute la nation béninoise. Monsieur le ministre, lorsque nous regardons un peu en arrière pour parcourir le travail fait à vos côtés au cours de ces 6 derniers mois, nous vous prions de recevoir nos remerciements pour la qualité de l'écoute, pour votre disponibilité et votre style de leadership. Le personnel est particulièrement marqué par la manière dont vous arrivez à organiser et planifier vos activités, vos audiences et la célérité avec laquelle les dossiers sont examinés par vos soins, malgré la complexité des tâches qui sont les vôtres au sein du gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon. Notre motivation principale, c'est pour ça. Notre engagement pour le Bénin, c'est également pour ça. Pour que nos enfants aient un Bénin meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour ça que je souhaite que dans vos familles respectives, cette grâce-là surabonde
pour que vous ayez la satisfaction de n'avoir pas vécu de façon inutile. C'est très important. Pour le travail, nous sommes mobilisés, vous le savez tous. Nous avons un PTA qui est calé, qui est là. Le DC a pris l'engagement devant vous tous que nous serons le premier à passer au BAI. Moi, je vais faire tout ce que je peux pour que ça se fasse. Je compte sur vous. Depuis plusieurs mois que je suis avec vous, je crois que les engagements que vous prenez, vous les tenez. Et c'est dans le respect de la parole donnée qu'on peut avancer ensemble. Et c'est comme ça qu'on construit la confiance aussi. Il n'y a pas d'orientation particulière que les priorités que nous-mêmes, collectivement, nous nous sommes donnés dans ce PTA-là. À peine les lampillons des Vaudondais se sont éteints que la cité historique de Ouidah s'illumine à nouveau. Depuis hier, la Maison de la Culture accueille un événement d'un genre nouveau, Kanchicha. Plus qu'une exposition, c'est une immersion au cœur de cette histoire, ce que l'histoire du moins a de plus sacré et de plus douloureux. Voici le reportage de Ulrich Gaba à l'ouverture. Au centre de l'expérience, un dôme, une bulle magique où la technologie se met au service de la mémoire. Kanchicha, qui signifie le lien, nous transporte dans un récit transatlantique. Après avoir fait ses premiers pas à Rio de Janeiro, ce projet revient sur la terre de ses ancêtres, là où tout a commencé. Si Kanchicha revient aujourd'hui au Bénin, ce n'est pas un hasard. C'est ici que commencent des histoires qui ont traversé l'Atlantique dans la violence, certes, mais aussi portées par des savoirs, des spiritualités et une capacité remarquable à transmettre et à créer malgré ce concept. Mais c'est aussi un travail qui s'est fait entre trois continents, trois façons de penser à travers un récit, une histoire et de l'innovation. Le cœur battant de cette œuvre est un film immersif qui retrace l'aventure humaine d'une équipe ayant travaillé sur 3 continents pour raconter l'histoire de Na Agontimé, mère du roi Guézo déporté vers le Brésil. Entre spiritualité et technologie, Kanchicha se veut un dialogue apaisé avec le reste du monde, une main tendue par-delà l'océan pour multiplier les canaux narratifs de notre identité. Pour moi, Kanchicha, c'est le lien entre les 3 temps de la vie, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Le passé, pourquoi? Parce que l'histoire qui est racontée porte sur une histoire réelle, même s'il y a une dimension de fiction qui est venue la féconder. Le présent, pourquoi? Parce que ce sont les technologies du présent qui ont permis justement d'avoir cette présentation immersive que nous avons aujourd'hui. Et pourquoi le futur? Parce que quand vous allez faire votre entrée tout à l'heure dans la salle, vous allez voir le dôme, vous allez découvrir un objet futuriste. À travers cette projection, nous affirmons une conviction forte. Le cinéma, et plus largement la création artistique, est un outil puissant de transmission, de conscientisation et de dialogue entre les générations. Il est aussi un espace de liberté où nos récits peuvent enfin être racontés par nous-mêmes. L'ambition est claire, produire une culture populaire en langue locale, capable d'être discutée et partagée à travers le monde entier. Cette exposition-projection se poursuit à la Maison de la Culture de Ouidah jusqu'au 31 janvier 2026. Ainsi s'achève ce 19h30. Merci de l'avoir suivi. L'actualité électorale vous revient dans l'info continue tout à l'heure à 20h. Franck Aounou et Juste Akakbo, analyste politique, se retrouvent autour de cette attente des résultats de ce scrutin. Merci de nous rester fidèles sur Canal 3 Bénin.